mon intervention sur la question de la représentation, qui est une question classique, évidemment, de la théorie politique, de la science politique. Et je vais essayer de montrer que la crise démocratique actuelle est aussi, et peut-être d'abord, une crise de la représentation. On en parle depuis très longtemps de cette fameuse crise de la représentation. Par exemple, en 1960, l'Association française de sciences politiques s'interrogeait déjà sur la crise de la représentation à un moment que nous percevons rétrospectivement comme un âge d'or. C'est-à-dire que nous avons tendance à mythifier finalement l'histoire de nos institutions. Or, cette crise de la représentation, c'est une forme d'invariant du fonctionnement des institutions démocratiques. Il y a toujours contestation de la légitimité des représentants et des principes qui fondent leur autorité. Alors, je vais commencer quand même par des éléments de définition. Et donc, qu'est-ce que j'entends, moi, par démocratie ? Et il me semble que c'est absolument indispensable, parce qu'on a tendance finalement à parler tous de démocratie sans clairement poser ce que l'on entend par démocratie. D'abord, dire que la démocratie, c'est un idéal, ça n'est pas du tout une réalité. En tout cas, nous n'avons affaire qu'à des approximations de cet idéal. Dans la réalité, c'est un idéal qui prend plusieurs formes. C'est un idéal composite, c'est un idéal complexe qui finalement agrège des principes et des normes qui peuvent entrer en contradiction les unes avec les autres. D'abord, la démocratie, c'est un principe majeur qui est celui de l'égale possibilité pour chaque citoyen d'influencer la décision collective. L'égale possibilité pour chaque citoyen d'influencer la décision collective. C'est ça le cœur de l'idéal démocratique, c'est ça le principe fondamental duquel finalement tout dépend et auquel finalement tout ramène. C'est un principe de souveraineté populaire, mais un principe de souveraineté populaire dans lequel finalement le peuple est considéré comme une association d'égaux, comme une communauté d'égaux. Et donc il y a effectivement un principe d'égalité politique qui rend compte de ce qu'est la démocratie. Mais la démocratie, c'est aussi autre chose. C'est un ensemble de droits, de libertés qui conditionnent la souveraineté populaire. En fait, lorsqu'on raisonne aujourd'hui sur la démocratie, on invoque finalement un état de la démocratie qui incorpore, qui inclut des libertés, ce qu'on appelle l'état de droit. Le fait qu'on puisse s'exprimer, manifester, se réunir, qui sont aujourd'hui finalement partie prenante de l'idéal démocratique. On peut imaginer des formes de démocratie autoritaire ou des formes de démocratie illibérale, mais il me semble, parce que la notion existe aujourd'hui, la Hongrie, la Pologne expérimentent des formes de démocratie illibérale dans laquelle il y a une souveraineté du peuple, il y a des élections qui désignent les gouvernants, il y a un respect a priori du premier principe, celui de l'égale possibilité pour chacun d'influencer la décision, mais cet exercice de la souveraineté du peuple se fait au détriment des libertés, et donc au final remettre en cause la possibilité même pour chacun d'exercer son influence sur le gouvernement. La démocratie, c'est donc des institutions, des normes juridiques, mais c'est aussi un état de la société. Pour moi, ça c'est un fait social, la démocratie, ou en tout cas un horizon social. La démocratie, disait Tocqueville, c'est un état social dans lequel les individus agissent et se pensent comme des égaux. Alors, c'est un point très très important. La démocratie, ça n'est pas qu'une histoire de procédure, ça n'est pas qu'une histoire d'institution, c'est aussi une histoire de représentation que les gens se font d'eux-mêmes et qu'ils se font des autres. On peut parler même d'un ethos démocratique pour rendre compte du type d'humanité et de collectif que la démocratie sur laquelle cet idéal démocratique repose. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ethos démocratique ? Un ethos démocratique, c'est une conscience de soi qui fait que l'on ose s'exprimer dans l'espace public, qu'on a le sentiment finalement d'être suffisamment légitime pour être pris en compte. Mais aussi, un ethos démocratique, c'est celui qui fait que l'on considère que l'autre est un égal de soi-même. Dans une société traversée par beaucoup trop d'inégalités sociales, lorsqu'on ne se considère plus comme des égaux, on sort de la démocratie. Et donc, il y a beau avoir un suffrage universel, il y a beau avoir une liberté de la presse, il y a beau avoir
par un principe de séparation des pouvoirs, si les gens ne se considèrent plus comme des égaux, si le mode de fonctionnement ordinaire et les relations sociales sont fondées sur des rapports d'inégalité, sur des rapports d'asymétrie, sur des rapports de domination beaucoup trop puissants, il est clair qu'on a des institutions démocratiques, mais on n'a plus de société démocratique. Et donc on a des démocraties sans citoyens. Et en fait, l'un des risques auxquels sont confrontés les régimes ou les systèmes politiques qui se prétendent être des démocraties, c'est justement ça. C'est la dévitalisation de ce type de relations sociales, hein, et qui est lié effectivement à des inégalités trop grandes. On voit bien comment ces différentes réalités ou ces différents idéaux, parce que je reviens sur mon avertissement liminaire, c'est un idéal beaucoup plus qu'une réalité. Aucune société, que ce soit la démocratie suisse ou n'a jamais expérimenté historiquement ce que pourrait être un idéal pur et parfait de démocratie. On peut imaginer que ces principes se télescopent les uns avec les autres. La souveraineté du peuple peut entrer en conflit avec les libertés. Hein. Le suffrage universel peut attenter aux libertés d'une minorité, remettre en cause finalement sa place dans la cité. Et on peut imaginer aussi que finalement des sociétés se proclament démocratiques, mais dans les relations ordinaires ne forment pas des citoyens et finalement reposent sur des structures d'autorité. C'est une de mes questions aujourd'hui qui est de dire on aura beau changer les institutions, si on ne change pas les représentations et la culture politique, il y a peu de chances finalement que nous changions d'état politique. Et pour moi, par exemple, la question de l'école, la manière dont l'école forme ou non des citoyens, prépare au métier de citoyen, apprend à coopérer, apprend à se respecter et à se considérer comme des égaux est quelque chose qui pour moi est absolument fondamental. Et en fait, c'est la limite finalement de tout ce dont nous parlons aujourd'hui. On pourra multiplier les innovations démocratiques, mais dans une culture politique où les citoyens se pensent soit comme des sujets, soit comme des maîtres, hein, des sujets au sens de sujets obéissants pour certains et maîtres au sens où une part de responsabilité dans la situation qui est la nôtre revient aux élites hein, qui finalement ne considèrent plus les autres comme des égaux, tout ça ne changera pas grand-chose. Maintenant, je vais faire un détour historique. Je vais montrer qu'en fait, ce que nous appelons démocratie ne s'est pas appelé comme ça à l'origine. Et c'est quelque chose qui, en général, bon, quand on n'y est pas préparé, surprend un petit peu. C'est-à-dire que les pères fondateurs de ce qu'on appelle le gouvernement représentatif et de ce que nous avons fini par appeler démocratie représentative, de manière impropre, haïssaient la démocratie. Alors, ça a été très clairement établi par des travaux extrêmement détaillés, notamment ceux de Bernard Manin, sur lequel je vais m'appuyer, principe du gouvernement représentatif, et Francis Dupuy-Derry, qui a fait une histoire du mot démocratie et qui a montré qu'en fait, les pères fondateurs américains et français des constitutions modernes ne haïssaient rien autant que la démocratie. Et donc, ont voulu lui trouver une alternative. Et cette alternative, c'est ce qu'ils ont appelé le gouvernement représentatif ou l'État représentatif, c'est-à-dire un type de régime politique dans lequel l'origine du pouvoir vient du peuple. Elle ne peut plus venir de Dieu, hein, très clairement, elle vient du peuple. Donc on affirme le principe de la souveraineté du peuple, mais dans la pratique, on organise la mise à distance et la disparition du peuple de l'exercice du gouvernement. Et donc, pourquoi ils étaient cohérents en disant qu'ils n'étaient pas démocrates? Sieyès, l'abbé Sieyès disait la France ne saurait être une démocratie. Ils étaient cohérents au sens où pour eux, il était hors de question que le peuple se gouverne lui-même. Les préjugés relatifs à l'incompétence, à l'irresponsabilité, à la dangerosité du peuple étaient complètement répandus et admis. Et donc l'idée, c'était de confier l'exercice du pouvoir, la responsabilité du pouvoir à un corps de représentants élus, certes, mais distincts de la population. Bernard Manin parle d'aristocratie élective, c'est-à-dire qu'on a réussi une sorte de miracle. On a inventé une formule magique
qui consiste à combiner un principe aristocratique, l'exercice du pouvoir par des représentants spécialement élus, et un principe plus ou moins, que nous appellerions plus ou moins démocratique, à savoir la désignation de ces représentants par les citoyens, et dans un premier temps par une fraction sélectionnée de citoyens. Il n'était pas question, évidemment, de suffrage universel à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, c'est cette formule magique, c'est cette réunion des contraires qui a fait la robustesse de ce mode de gouvernement, qui a fait qu'il a résisté à des tas d'épreuves, à la critique, pour se révéler extrêmement résiliente jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment se fait-il qu'on l'appelle démocratie représentative ? En fait, tout s'est joué au XIXe siècle, dans la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque finalement le suffrage universel est venu attester d'un principe d'égalité radicale et renforcer l'élément démocratique de ce régime. En fait, l'idée était que l'élection permettait une forme d'influence indirecte des citoyens sur les politiques. Et à partir de la fin du XIXe siècle, à travers la constitution des partis politiques, à travers la notion de programme, qui devient un élément central de ce système, le programme politique, c'est-à-dire les engagements que font les candidats devant les électeurs, il existe une forme d'influence des citoyens sur les gouvernants. Et donc, il y a là, pour le coup, une centralité de l'élection dans ce régime. Ce qui fait la démocratie dans ce régime, qui n'est pas du tout démocratique, au sens où l'entendaient les Grecs, où l'entendaient ses inventeurs, ce qui fait la démocratie, c'est l'élection. Et on a fini par arriver dans une situation où nous assimilons la démocratie à l'élection. Vous critiquez un élu, il vous dit vous me critiquez, vous critiquez la démocratie, puisque je suis élu je suis issu de l'élection. Il y a une forme d'appauvrissement de l'idéal démocratique, une forme d'appauvrissement qui est justifiée par tout un ensemble d'arguments, quelquefois bien fondés. Premier argument, on ne peut pas pratiquer la démocratie directe dans des États d'une taille importante. Donc il y a un argument pratique. Il faut une forme de substitut. C'est un argument qui aujourd'hui pourrait tomber avec l'utilisation d'un certain nombre de technologies numériques. On pourrait imaginer que cet argument tombe. Deuxième argument très puissant et qui a été sans cesse réitéré, c'est l'argument qui consiste à dire que les citoyens ont bien autre chose à faire que de s'occuper d'affaires publiques. Ils sont là pour produire, ils sont là pour consommer, ils sont là pour jouir finalement de leur propriété privée. Ils ne sont pas là pour s'occuper en permanence de politique. C'est ce que disait Sieyès. Il disait, oui, mais regardez Athènes, il y avait des esclaves qui travaillaient pour le reste de la population. Nous n'avons plus d'esclaves, et donc nous ne pouvons plus nous consacrer à plein temps aux affaires publiques. Argument sociologique, mais on peut imaginer dans un petit peu la manière dont les Grecs continuaient à travailler, y compris les citoyens, mais il y avait un principe de rotation via le tirage au sort qui était parfaitement conciliable avec les activités productives. Donc, mais l'argument principal, l'argument qui finalement a fait la différence, c'est l'argument qui consiste à dire que les citoyens ne sont pas suffisamment éclairés, y compris sur leur propre intérêt, pour se gouverner eux-mêmes. Ça, c'est l'argument que très crûment les fédéralistes américains ont affirmé en disant les citoyens ne sont pas capables de savoir ce qui est bon pour eux. Il leur faut un filtre, il faut filtrer l'esprit public, et en fait, il faut que des gens plus sages, et puis aussi un point très important, des gens qui ont quelque chose à perdre. Le vieux lieu commun qui a traversé toute l'histoire de la pensée politique, c'était de dire que les pauvres n'ont rien à perdre. Donc les pauvres sont un danger potentiel dès lors qu'ils s'intéressent à la politique pour l'ensemble du système. Ils menacent l'ordre parce qu'ils n'ont rien à perdre. En fait, le fait que les possédants gouvernent est une garantie de stabilité d'un certain point de vue, parce que
ça nous prémunit de l'avidité ou en tout cas des éléments de désordre que peuvent introduire l'intrusion des catégories populaires dans le jeu politique. Et puis on a vu que ce système, donc je reviens sur finalement la pérennisation de ce système, il s'est installé, il a intégré la critique, notamment par exemple la critique des communistes qui dans un premier temps prônaient plutôt la révolution et qui finalement se sont intégrés, socialistes puis communistes, se sont intégrés dans le système. Les anarchistes sont restés à l'extérieur, mais ils sont une minorité d'un certain point de vue qui finalement a fini jusqu'à très récemment par ne plus faire peur. Hein. Mais la critique communiste a été intégrée, le système a vaincu les totalitarismes, les démocraties contemporaines les ont vaincus, et puis finalement, on en est arrivé, au début des années 90, à une situation dans laquelle certains auteurs, après la chute du mur, ont pu dire que la démocratie représentative associée au capitalisme, c'était la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne questionnait plus ce modèle politique. On le considérait comme une norme universelle. Hein, et en fait, on a eu tout un courant d'exportateurs de la démocratie qui finalement promouvait cet idéal un peu partout dans le monde. Et lorsque j'ai commencé mes études de sciences politiques, réfléchir à la démocratie était une question relativement secondaire. Il y avait même des manuels de sciences politiques ou de sociologie politique dans lesquels il n'y avait même pas de démocratie dans l'index. Parce que, voilà, oui, c'est un fait d'histoire, mais bon, tout a changé aujourd'hui. C'est-à-dire que si on raisonne 25 ans plus tard, après Fukuyama et sa fameuse fin de l'histoire, au contraire, aujourd'hui, il y a bien une question démocratique. La démocratie est contestée de toutes parts. Elle n'a jamais eu autant d'adversaires. Hein, que ce soit les mouvements d'extrême droite qui aujourd'hui sont en passe finalement d'arriver au pouvoir dans un certain nombre de pays, confèrent encore les élections autrichiennes hier, que ce soit les technocrates de tous ordres, qui considèrent que la démocratie aujourd'hui c'est plutôt un obstacle à l'extension indéfinie du marché hein, et à la liberté de circulation de la finance. Les technocrates sont des adversaires de la démocratie et on a aujourd'hui des menaces qui pèsent sur ce régime qui n'ont jamais été aussi puissantes, qui n'ont jamais été aussi importantes. Cette crise de la démocratie, c'est d'abord une crise de la représentation, c'est-à-dire une crise de finalement cette formule parfaitement réussie, cet oxymore qui est la notion de démocratie représentative. Alors, pourquoi peut-on parler d'épuisement d'un modèle ? Je vais m'appuyer là sur Bernard Manin, sur ce livre absolument fondamental dont je recommande la lecture, hein, qui est paru il y a une vingtaine d'années, qui s'intitule « Principe du gouvernement représentatif ». Bernard Manin dit qu'il y a 4 principes au gouvernement représentatif. 4 principes qui font système, en quelque sorte, et qui se sont perpétués depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Le premier principe, c'est le principe de l'élection réitérée, de la réitération de l'élection. Le gouvernement représentatif repose sur le principe de l'élection. Le deuxième principe, c'est l'autonomie des représentants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans l'intervalle entre les élections, les représentants peuvent prendre les décisions qu'ils souhaitent, sans forcément consulter les citoyens, sans forcément rendre de compte aux citoyens dans l'intervalle. C'est au moment de l'élection qu'ils en rendent compte, qu'ils leur rendent compte. Troisième principe, c'est le principe de la délibération parlementaire. C'est-à-dire qu'en fait, à l'origine, ça c'est un principe qui s'est beaucoup étiolé hein, au cours du temps dans sa matérialisation. C'est l'idée que en fait, c'est la délibération des représentants qui permet de parvenir à l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il y a une confiance qui est faite dans leur jugement collectif, dans leur intelligence collective. Mais en même temps, on a bien vu comment au cours du temps, le Parlement a été de moins en moins le centre du débat public. Il y a eu un déplacement vers les partis politiques et puis aujourd'hui vers les médias qui sont aujourd'hui le lieu de la délibération. Puis aujourd'hui encore les réseaux sociaux hein, qui sont un lieu aussi de délibération mais qui n'a strictement rien à voir avec ce à quoi faisaient référence les premiers théoriciens de ce modèle. Et puis le quatrième principe, c'est la liberté de l'opinion.
Les citoyens peuvent s'exprimer dans l'intervalle entre les élections, ils peuvent exprimer leur point de vue, mais les représentants n'ont aucune raison, sauf à vouloir être réélus, et ça c'est un incitateur fort, sauf à vouloir être réélus, de prendre en compte leur point de vue. Alors ce régime, donc démocratie représentative, que nous appelons, on pourrait dire libéral aussi, mais disons démocratie représentative, on voit bien qu'il mêle des principes démocratiques à des principes qui le sont moins. Aujourd'hui, ce sont les 4 piliers de ce système qui sont en train de vaciller, ou en tout cas d'être fortement entamés. D'abord l'élection. L'élection, elle ne joue plus son rôle, très clairement, pour différentes raisons. L'élection, elle ne sert plus véritablement à influencer les politiques publiques. L'un des points caractéristiques du moment contemporain, c'est que en fait, le pouvoir de décision est beaucoup plus influencé par des pouvoirs non élus que par des pouvoirs élus. L'affaiblissement, pour le dire très vite, du pouvoir politique au profit des pouvoirs économiques fait que l'élection détermine de moins en moins de choses. Et le citoyen détermine de moins en moins de choses lui-même par son vote. Déjà que son vote avait une influence assez faible à l'échelle individuelle, mais aujourd'hui il a une influence d'autant moins grande que ce qui apparaît comme les paramètres principaux de la décision ne relève pas de l'élection. Ce sont les marchés, ce sont les créanciers des États, ce sont les grandes entreprises qui sont capables d'exercer un chantage sur les pouvoirs politiques et qui, eux, surdéterminent le choix des politiques publiques. Et en fait, ce qu'influe l'élection, c'est relativement marginal. Ce sont des politiques qui ne sont pas le plus souvent centrales, des politiques symboliques, par exemple. Ou les politiques, et on peut le dire aussi, par exemple, ce qui influence le plus le processus de décision aujourd'hui, c'est sans que personne ne s'en rende compte, c'est le changement climatique, parce qu'il crée des interférences avec l'action publique qui sont fondamentales, et ça, personne, finalement, ne le maîtrise. Donc, ce que Pierre Rosanvallon appelle le décentrement de l'élection désigne bien quelque chose qui apparaît comme un affaiblissement du pouvoir politique. Deuxième pilier qui est remis en cause, c'est l'autonomie des représentants, en tout cas qui devient de moins en moins justifiable. Pourquoi faut-il que les représentants n'aient aucun compte à rendre aux citoyens en dehors de l'élection? Pourquoi seraient-ils plus sages? Pourquoi seraient-ils plus éclairés? Pourquoi seraient-ils plus compétents? Là, on touche au cœur du système, c'est-à-dire que la reconnaissance de leur autorité supérieure, de ce qui fonde leur légitimité, elle est de moins en moins claire. Il y a l'idée qu'en fait, ils sont sous influence et que la sagesse qu'on leur prêtait, la compétence qu'on leur prêtait n'est qu'un leurre, alors même qu'ils gouvernent soit dans leur propre intérêt, soit dans l'intérêt de cercles qui sont relativement limités. Troisième problème, la délibération parlementaire. Aujourd'hui, on voit bien, avec ce qui apparaît comme une sorte d'affrontement, d'opposition systématique, elle joue un rôle effectivement de moins en moins important. Et puis l'opinion publique, elle apparaît de plus en plus confuse. Est-ce que l'opinion publique qui doit compter, s'il faut qu'elle compte, est-ce que c'est celle des réseaux sociaux? Est-ce que c'est celle de la rue? Est-ce que c'est celle des sondages? Est-ce que c'est celle... Bon, voilà. Donc, on a finalement une confusion. Et ce qui est très frappant, c'est que nous vivons encore avec des institutions et une conception du pouvoir qui a été inventée, je vous le rappelle, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, et que finalement on voudrait qu'elle continue à fonctionner sans s'interroger sur ce qui a changé dans la société, sur ce qui a changé dans les technologies, sur ce qui a changé dans l'état du monde pour rendre ces institutions à la fois efficaces et légitimes. Je cite souvent cette phrase d'une activiste argentine, Pia Mancini, qui est fondatrice d'un mouvement qui s'appelle Démocratie OS, qui dit assez justement « Nous sommes des individus du XXIe siècle qui devons faire avec des institutions du XVIIIe siècle, s'appuyant sur des technologies d'information nées au XVe siècle. »
Alors, on assiste aujourd'hui donc à une crise de légitimité et à une crise d'efficacité de ce système et à une montée de la critique. 4 registres de la critique. Le premier registre, vous le connaissez, c'est le registre de la distance. En fait, les représentants ne ressemblent plus aux citoyens, ils vivent dans un autre monde ils n'ont plus les mêmes caractéristiques sociales, donc c'est la dénonciation du manque de... Alors, pendant longtemps, ça n'a pas été considéré comme un problème, ça commence à le devenir, du manque de représentants des catégories populaires, des femmes, etc., etc. Deuxième registre, qui amplifie le précédent, c'est la critique de la trahison. La trahison des élites politiques, en fait, ils nous trahissent, ils nous ont abandonnés, ils ne nous représentent plus, ils représentent d'autres intérêts, ou ils ne représentent que leurs propres intérêts. C'est cette idée qu'effectivement, il y a une sorte d'instrumentalisation du pouvoir au profit d'un petit groupe de puissants. Troisième registre de la critique, c'est la critique de l'impuissance. À quoi sert-il d'aller voter si les politiques, finalement, ne sont pas capables de changer quoi que ce soit à mon propre destin? Et ça alimente, par exemple, une réalité qui est extrêmement problématique pour les démocraties représentatives qui sont fondées sur l'élection. La légitimité des représentants, elle est exclusivement fondée sur l'élection, c'est lorsque les gens ne vont plus voter. Ce qui commence à être le cas aujourd'hui, c'est-à-dire l'indifférence à l'égard des élections, elle est mortelle pour les représentants qui ne peuvent s'appuyer que sur cette légitimité-là pour affirmer leur pouvoir politiquement dans ce système. Ils s'appuient aussi évidemment sur leurs compétences présumées, sur leur maîtrise, par exemple, des logiques économiques, etc. Ils sont évidemment compétents, mais ça ne pourrait pas suffire, sauf à sortir du cadre démocratique, ce qui peut être aussi une tentation. Alors, quatrième, et ça c'est un point qui m'intéresse plus encore, et c'est que dans certains groupes sociaux, dans certaines fractions de la population, on assiste aujourd'hui à une dénonciation du principe même de la représentation, à une critique du principe même de la représentation. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Je vous avais dit, le courant anarchiste a toujours survécu, évidemment, il a toujours existé, mais il me semble qu'il y a des thèmes de l'idéologie anarchiste aujourd'hui qui ont débordé dans la société, et, sans qu'elles se reconnaissent comme telles, forcément, et notamment cette méfiance radicale à l'égard de toute forme de représentation. Des mouvements comme ceux des indignés de Nuit debout, mais aussi dans des tas d'activités politiques, c'est-à-dire collectives, l'aversion à la représentation, l'allergie à la représentation, elle est extrêmement présente. Pourquoi des gens pourraient-ils parler en mon nom sans que je puisse moi-même m'exprimer? Cette dénonciation de la représentation, elle s'accompagne d'un phénomène, moi, qui me ravit, ou qui m'excite, c'est du retour de l'imagination politique. C'est-à-dire que, finalement, qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas confier les responsabilités, grosso modo, à des représentants? Eh bien, on essaye d'introduire des mécanismes qui soit permettent de changer les représentants, ou en tout cas de modifier la manière dont ils sont sélectionnés, soit d'imposer des contraintes sur ces représentants. Alors ces mécanismes, vous les connaissez, c'est le tirage au sort. En fait, il y a 10 ans, personne ne parlait du tirage au sort. Aujourd'hui, c'est devenu une des modalités pensables, possibles, alors je ne vous dis pas qu'elle est facilement praticable, de désignation des représentants, comme à Athènes. Et donc, on a tout un ensemble d'initiatives qui reposent sur le tirage au sort. Le mandat impératif. Le mandat impératif, c'est quelque chose que la Constitution française prohibe, interdit. Tout mandat impératif est nul, article 27. Mais on voit bien que dans des tas d'initiatives, cette modalité même de relation entre représentants et représentés fait un grand retour. Le pouvoir de révocation, par exemple. Le pouvoir de révocation, c'est aussi, certains l'ont évoqué, l'initiative citoyenne qui fait là aussi un retour. Il y a tout un ensemble, la souveraineté d'assemblée, par exemple, la démocratie d'assemblée, très clairement, s'oppose à une démocratie représentative. L'idée que ce sont dans les assemblées que les décisions se prennent et nulle part ailleurs, et qu'il faut réunir dans une assemblée pour reprendre la décision, cette fiction de l'Assemblée générale, la souveraineté d'Assemblée, c'est aussi une vieille formule politique qui revient en grâce. Alors, comment aujourd'hui, à partir de là, et à partir de ce constat donc d'épuisement,
des institutions, à la fois repenser la représentation politique et la revitaliser, ou en tout cas essayer d'inventer finalement d'autres modalités de représentation. Alors, c'est à ça que je m'intéresse, c'est à ce qu'on appelle les innovations démocratiques aujourd'hui dans nos sociétés, et on en trouve de différentes formes, en différents lieux et de manière plus ou moins répandue. Alors, je vais porter l'éclairage sur trois catégories, sur trois familles, sur trois types, sachant que ce sont des catégories qui sont assez hétérogènes les unes et les autres, mais il y a d'autres possibilités d'innovation démocratique. Les premières innovations démocratiques, elles renvoient simplement à ce qu'on appelle commodément la démocratie participative. Aujourd'hui, il y a de la part des autorités politiques, une tentative de se légitimer en offrant aux citoyens des possibilités d'expression, des possibilités d'intervention dans le débat public et dans le processus de décision. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie représentative. On peut dire que la démocratie participative. Alors, il y en a qui suivent quand même, hein, même les autres. Bon, ça c'est bien. En fait, ce sont des accommodements avec le principe représentatif, sachant qu'in fine, ce sont les représentants qui finissent par prendre la décision. Et on a des dispositifs classiques qui aujourd'hui fonctionnent. Un des exemples, c'est le budget participatif. Le budget participatif est ce dispositif qui permet à la fois de susciter chez les citoyens des projets et en fait de les faire approuver par eux. Donc c'est le seul dispositif à l'échelle locale aujourd'hui qui permet une vraie influence directe sur la décision. On a tous les dispositifs de débat public, de concertation. Hein, on a en France une institution très remarquable qui devrait être consolidée de mon point de vue, qui est l'institution de la Commission nationale du débat public, qui organise sur des grands projets d'infrastructure, évidemment qui ne fonctionnent pas toujours comme on pourrait le souhaiter, mais sur des grands projets d'infrastructure, des débats avec les citoyens. On a des dispositifs comme les jurys de citoyens, hein, qui sont des dispositifs assez performants dans leur logique et qui permettent d'associer un groupe de citoyens à un choix politique. Ce qui est frappant, je ne vais pas tous les passer en revue. On a des dispositifs d'assemblée citoyenne hein, qui ont été expérimentés jusque pour réformer la Constitution en Irlande ou en Islande. On a là, et c'est quelque chose auquel je tiens, une sophistication de ces technologies politiques qui est tout à fait sidérante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait faire. Si on veut les employer, ces outils, on sait comment le faire. Alors, je ne vous dis pas que tous n'ont pas d'effets pervers, ils ont tous des effets pervers. Aucun d'entre eux n'est vraiment la technologie par excellence qui résoudra tous les problèmes de la démocratie. Mais si on veut associer les citoyens au processus de décision, on peut le faire. Il y a des difficultés, des problèmes de représentativité, mais qui ne sont pas liés aux institutions, qui sont liés finalement au contexte politique général. Il y a des problèmes d'échelle, hein, il y a une vraie problématique d'échelle. Voilà, comment faire participer et délibérer un grand nombre d'individus qui tous ne se sentent pas concernés par un objet. Ça, c'est une vraie difficulté. On peut concerter avec des gens qui se sentent véritablement concernés, mais on ne peut pas déclencher et obliger les citoyens à participer. Deuxième catégorie auquel je fais un sort particulier parce que je pense qu'elle intéresse certains parmi vous, c'est ce qu'on appelle les civic tech, c'est-à-dire en fait tous les usages du numérique pour finalement permettre de nouvelles relations, instaurer un nouveau cadre de relations entre les citoyens et les représentants. Alors certaines sont vraiment disruptives au sens où elles prévoient vraiment de se passer de représentants. Hein. On peut imaginer effectivement des dispositifs qui essayent de dissoudre la représentation, très compliqué, mais ça peut exister. D'autres essayent d'aménager leurs relations, alors de différentes manières, soit en permettant aux citoyens de pétitionner. Là aussi, c'est une vieille technologie, la pétition, mais qui retrouve aujourd'hui une force politique grâce au numérique, qui permettent de dialoguer
Il y a un nombre d'applications tout à fait incroyables qui permettent aux élus de consulter les citoyens et aux citoyens d'interpeller les élus, qui permettent de surveiller le travail parlementaire, qui permettent de former, d'éduquer, d'informer les citoyens de manière différente, qui permettent de contribuer. Là aussi, ces technologies numériques politiques, de type politique, elles posent des problèmes aujourd'hui, des problèmes qui peuvent être des problèmes de configuration. Il y a tout un débat aujourd'hui dans le petit milieu des civic tech autour de l'opposition entre modèle propriétaire et modèle du libre. Est-ce qu'en matière politique, le modèle du libre s'impose obligatoirement ? Ça fait vraiment débat et ça s'affronte pas mal. Des problèmes de configuration, c'est-à-dire en quoi les plateformes finalement ouvrent-elles des possibilités réelles de participation, mais aussi des problèmes d'usage. C'est-à-dire qu'en fait, qui sont ceux qui aujourd'hui utilisent ces plateformes ? Mais là encore, c'est une question de contexte. Y a un vrai problème de représentativité sociologique. Et puis le troisième point, mais ce qui m'intéresse au fond, derrière ces initiatives numériques, ce qui m'intéresse, c'est les logiques qu'elle contribue à importer dans le système politique. C'est-à-dire des logiques qui sont plutôt des logiques de coopération, pas toujours, plus que des logiques d'affrontement. Certaines, à l'image des réseaux sociaux, contribuent à polariser beaucoup plus qu'à instaurer des formes de coopération, mais d'autres vont plutôt dans le sens de la coopération. Des logiques de transparence, pour autant que on sache vraiment comment les algorithmes fonctionnent. Il y a tout un ensemble de principes qui ne sont pas ceux qui structurent habituellement l'espace politique classique. Et puis, je voulais parler, mais je vais m'arrêter là, de ce qu'on pourrait appeler les utopies de la représentation politique, c'est-à-dire aujourd'hui comment faire face à deux défis majeurs, qui sont les défis le défi de la prise en compte du long terme dans nos sociétés, confère par exemple ce projet d'Assemblée citoyenne du futur qu'on a élaboré pour la Fondation pour la Nature et l'Homme. Donc, on va sortir un petit bouquin là-dessus début novembre au Lien qui libère, c'est-à-dire comment introduire la perspective du long terme dans des démocraties qui sont obsédées par le court terme, et puis représenter la nature, c'est-à-dire comment finalement dans des démocraties qui ne fonctionnent qu'au profit des intérêts économiques les plus immédiats, comment faire droit à la préservation des entités naturelles, et là c'est un défi majeur. Moi j'en parlais avec un de vos camarades de Bruno Latour qui vient de sortir un livre qui ne porte pas forcément là-dessus, mais sur l'idée d'un parlement de la nature ou d'un parlement des choses. C'est ces idées-là qui, à mon avis, méritent qu'on y réfléchisse un instant pour éviter la course vers l'abîme dans laquelle nous sommes engagés. Alors, je termine en conclusion sur, finalement, à la fois la nécessité de réinventer nos institutions et sur les limites de ce mouvement. C'est-à-dire, dans quelle mesure, finalement, pourrons-nous, suffisamment à temps, changer les modalités de la prise de décision, alors même que des mouvements beaucoup plus structurels contribuent à exacerber les égoïsmes, les identités particulières, communautaires. Comment pourrons-nous finalement changer à temps nos modes d'action politique avant que finalement nous n'ayons plus du tout les moyens de nous gouverner démocratiquement, ce que le changement, ce que la crise environnementale produira très nécessairement et assez vite. C'est-à-dire que nous ne pourrons plus avoir le luxe de nous gouverner démocratiquement.